Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour la petite lecture du vendredi soir. Coucou Poésie, bonsoir à toi. Il est 34, donc on va commencer dans 5 minutes, comme d'habitude, pour vous laisser le temps de vous installer. Prenez un petit snack, une petite boisson chaude, c'est parti pour 1 heure, 1 heure et demie de lecture, on verra. Comment ça va vous de votre côté? Est-ce que vous avez un petit peu pensé au fameux meurtre de Roger Ackroyd? Coucou Camille, merci pour ton abonnement, c'est adorable. Contente de voir que tu profites toujours de ces émoticônes. Merci à tous ceux qui s'abonnent, d'ailleurs c'est très très gentil de votre part. Aujourd'hui j'ai plein de boissons. C'est un... comment dirais-je, un dérivé de l'eau. Du thé, de l'eau pétillante, de l'eau plate. Enfin bref. Je suis parée pour lire convenablement. Bonsoir Olim Zader ou Olim Zr. Je suis désolée, je sais jamais comment prononcer vos pseudos. On s'est arrêté juste au moment où on avait découvert le crime de Roger Ackroyd. Et on allait entrer finalement dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui ont raté le stream de la semaine passée, finalement vous avez juste raté l'introduction du récit d'Agatha Christie, qui est un de ses récits les plus populaires d'ailleurs. Chacun son boisson, juge personne ici, Poésie, mais contente de voir que tu profites de la lecture et de ton dîner en notre compagnie, je suis très honorée. Ah là, c'est une tasse de compétition que j'ai choisie. Regardez en comparaison de ma tête. Franchement, j'ai de quoi faire. Je suis un petit peu fatiguée, je vais pas vous mentir. J'espère que ça ira ce soir. Je vais faire au mieux pour la qualité de lecture. Coucou Saint-Picternaldos, ça me fait trop plaisir de te voir. Contente de constater que tu continues à suivre le stream. C'est que t'as vraiment du temps libre pour me suivre. Ah, c'est la best, tu la connais. C'est la tasse pour les grands projets, les grandes soirées. Combien on est ce soir? On est déjà 5. Bonsoir à tous nos auditeurs. Ils sont tous très polis puisque vous m'avez tous dit bonjour. Coucou croûte de genoux. Comment tu vas ce soir? On commence le stream dans 3 minutes, t'es juste à l'heure. J'ai édité une vidéo toute la journée, elle sortira dimanche avec certitude, j'ai vraiment hâte que vous la voyez. Et après je vais tout de suite enchaîner avec une autre vidéo dont je peux pas vous parler tout de suite, mais ça va être un gros changement même pour les streams. J'ai hâte de vous en parler. Ça me fait plaisir de voir que tu passes du temps en ma compagnie et que ça fait partie des choses qui te détendent sans Péternaldos. Je suis très contente pour ça. J'espère que tu apprécieras cette lecture si tu la connais pas déjà. Oui, bien sûr, Olim Zader. Alors, pour te faire un petit récapitulatif, on a commencé le meurtre de George Ackroyd. On en est à la page 58. On avait juste en fait fait l'introduction de tous les différents personnages pour un peu se donner une idée de comment se composait le village, où a eu lieu ce crime. Donc quand chaque personnage réarrivera, je ferai un rapide énoncé pour que tu puisses te situer où est-ce qu'on en est et qui est qui. Mais en gros, le fameux Roger Ackroyd est décédé et pour l'instant ça reste un mystère sur le pourquoi du comment. On a vu vite fait passer Hercule Poirot, mais il s'est pas encore annoncé comme détective. Donc je pense que ça va arriver d'ici les prochains chapitres. Mais rassure-toi, t'as finalement rien manqué vraiment de très important. J'ai vraiment teasé en fait la semaine dernière et je vous ai vraiment laissé sur un suspense complet. Je sais pas du tout pour le son par contre, comme moi j'ai pas de retour audio. Alors, on va juste faire un truc, je pense. Test. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Réverbération. Alors c'est peut-être pas ça le problème. Réverbération. Est-ce que là c'est mieux?
pense que même pour ceux qui ont pas suivi la lecture, enfin qui ont suivi la lecture de la semaine dernière, ça sera cool d'avoir un petit rappel en réalité. Ah bah ça par contre, le PC qui tourne, j'y peux rien du tout, je suis désolée. Parce que malheureusement, je vais regarder si on est bien sûr. Est-ce que là c'est mieux? Merci de m'avoir fait remarquer qu'il y avait un problème sur le son. Je me rends pas forcément compte de tout. En fait, on n'était pas branché sur le bon port. En fait, pour vous raconter l'anecdote, j'ai eu un petit problème de la dernière minute. D'habitude, je branche tous mes câbles sur le même support parce que j'ai des petits problèmes de contact. Et là, on a, comme je fais souvent l'installation avec mon frère, on a arraché le port sans faire exprès. Donc je me suis pas rendu compte de qui était quoi et si tout était bien accroché. Parenthèse fermée, mais en tout cas, merci de m'avoir fait remarquer que c'était mieux. Surtout que franchement, la qualité du micro est vraiment top. Donc ça serait dommage de pas en profiter. Sur ce, il est 40, c'est le moment de commencer la lecture, donc on va se lancer là-dedans. N'hésitez pas à réagir, à interagir entre vous, même si je réagis pas forcément très rapidement pour ceux qui sont nouveaux sur l'écoute. Je prends toujours le temps de répondre à vos messages, et puis c'est toujours cool aussi que vous discutiez entre vous, que vous appreniez à faire connaissance. J'ai hâte de lire vos petites interprétations de cette intrigue, et on va voir ensemble si on va élucider le meurtre. Puis je suis désolée pour mes voisins bruyants que j'aimerais étrangler, mais par bienséance je ne le ferai pas. Et sur ce, on va commencer la lecture. J'aime tellement mes voisins. Alors, on en est au chapitre 5. Franchement, si tu pouvais passer entre midi et 2 poésie pour leur faire une petite clé de bras, ça serait merveilleux. Donc on va commencer le chapitre 5 qui s'appelle Le meurtre. Quand je vous dis qu'on rentre vraiment dans l'intrigue, je vous ai vraiment laissé sur les chapeaux de roue la semaine dernière. Coucou Satan Nature. T'arrives juste à temps, j'allais commencer. Chapitre 5, Le meurtre. Je sortis ma voiture du garage en un temps record et me précipitai à Fernley, où je ne fis qu'un bond jusqu'à la sonnette. Comme on tardait à répondre, je sonnai une seconde fois. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on est là du point de vue du médecin, qui est sans doute réclamé pour analyser le corps de George Ackroyd. J'entendis cliqueter la chaîne, la porte s'ouvrit et Parker s'encadra dans l'embrasure, figé dans son impassibilité coutumière. Je l'écartai et pénétrai dans le hall. Donc Parker, c'est l'homme à tout faire. « Où est-il » m'écriai-je d'un ton pressant. « Je vous demande pardon, monsieur ?»« Où est votre maître, monsieur Ackroyd ? Ne restez pas planté là à me regarder, voyons. Avez-vous averti la police ?»« La police, monsieur ? Comment cela, la police ? Mais enfin, Parker, que vous arrive-t-il ? Si, comme vous le dites, votre maître a été assassiné... » Le domestique émit un hoquet de stupeur. « Monsieur ? Assassiné ? C'est impossible, docteur !» Ce fut à mon tour de le dévisager. « Ne m'avez-vous pas appelé il y a moins de 5 minutes pour m'annoncer qu'on venait de trouver le corps de monsieur Ackroyd ? »« Moi, monsieur ? Certainement pas. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Dois-je comprendre qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie ? Qu'il n'est rien arrivé à monsieur Ackroyd ? Excusez-moi, monsieur, votre correspondant s'est-il présenté sous mon nom ? Je vais vous répéter mot à mot ce qui m'a été dit. Docteur Shepard, ici Parker, le maître d'hôtel de Fernley. Voudriez-vous venir tout de suite, docteur ? Monsieur Ackroyd a été assassiné. Parker et moi nous dévisageâmes, totalement déconcertés. Et c'est d'un ton scandalisé qu'il finit par dire « Une plaisanterie, de bien mauvais goût, monsieur. Comment peut-on inventer une chose pareille ?»« Bonsoir, la Evans. »« Où est monsieur Ackroyd ? Demandai-je, tout à trac. »« Toujours dans son cabinet de travail, je suppose, monsieur. Ces dames sont montées se coucher, et le major Blunt est dans la salle de billard avec monsieur Raymond. » Monsieur Raymond, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le fils de Roger Ackroyd, et Blunt, c'est un ami de la famille. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. « Je vais juste aller le voir un instant, annonçai-je.
Je sais qu'il ne veut pas être dérangé, mais cette histoire est bizarre. Je ne suis pas tranquille. Je veux simplement m'assurer que tout va bien. Mais certainement, monsieur, et je partage votre inquiétude. Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous accompagne jusqu'à la porte, monsieur? Aucun. Suivez-moi. Par cœur sur mes talons, je franchis la porte de droite et traversai le petit vestibule d'où partaient les quelques marches menant à la chambre d'Ackroyd, puis je frappai à la porte de son cabinet de travail. Pas de réponse. Je tournai la poignée, mais la porte était fermée à clé. Si monsieur veut me permettre, avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence, Parker se laissa tomber sur un genou et appliqua son œil au trou de la serrure. La clé est à l'intérieur, monsieur, annonça-t-il en se relevant. Monsieur Ackroyd a dû s'enfermer et s'endormir, on dirait. Je me penchai et puis vérifiai que c'était bien le cas. Tout paraît normal, constatai-je. Mais je vais quand même réveiller votre maître Parker. Je ne pourrais pas rester tranquille avant de l'avoir entendu me dire lui-même que tout va bien. Ce disant, je secouai la poignée et appelai. Ackroyd! Ackroyd! Puis-je rentrer un instant? N'obtenant toujours pas de réponse, je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et déclarai d'un ton hésitant. Je ne tiens pas à alerter toute la maisonnée. Parker s'éloigna et alla fermer la porte de communication avec le hall d'entrée. Cela devrait suffire, monsieur. Le billard, les cuisines et les chambres de ces dames sont de l'autre côté de la maison. J'acquiesçai d'un signe de la tête et frappai la porte à grands coups. Puis je me baissai et criai, ou plutôt hurlai par le trou de la serrure. « Ackroyd! Ackroyd! C'est Shepard! Ouvrez-moi !» Mais toujours le même silence. Pas le moindre signe de vie de l'autre côté. Mon regard croisa celui du maître d'hôtel. « Écoutez, Parker, je vais enfoncer cette porte, c'est-à-dire avec votre aide. J'en prends la responsabilité. »« Si monsieur le juge nécessaire, répondit-il sans conviction. »« Plus que nécessaire, indispensable. Je suis sérieusement inquiet pour monsieur Ackroyd. » Mon regard balaya la petite antichambre et s'arrêta sur une lourde chaise de chêne. Parker et moi la soulevâmes comme un bélier et nous élançâmes d'un même élan. À 3 reprises, nous la projetâmes contre la serrure. Au 3e coup, celle-ci céda et nous fûmes précipités dans la pièce. Ackroyd était assis là où je l'avais laissé, dans un fauteuil devant la cheminée. Sa tête retombait sur le côté et tout près du col de sa veste, on distinguait nettement un objet de métal, courbe et brillant. Parker et moi nous approchâmes et j'entendis le maître d'hôtel inspirer bruyamment. « Poignardé par derrière, murmura-t-il. Quelle horreur !» Il essuya son front moite avec son mouchoir et tendit vivement la main vers le manche du poignard. « N'y touchez pas !» m'écriai-je. « Appelez immédiatement le poste de police. Racontez-leur ce qui vient de se passer, puis prévenez M. Raymond et le major Blunt. »« Très bien, monsieur. » Tamponnant toujours son front, Parker s'éloigna précipitamment. Je fis le peu qu'il y avait à faire, prenant grand soin de ne pas déplacer le corps ni de toucher au poignard. Le retirer n'eût d'ailleurs servi à rien. Il était clair que Roger Ackroyd était mort depuis peu de temps. Soudain, la voix de Raymond me parvint du couloir, à la fois horrifiée et incrédule. « Que dites-vous ? Non, c'est impossible. Oh, où est le docteur ?» Il se précipita vers le seuil et s'arrêta tout net, pâle. Puis une main l'écarta et Hector Blunt passa devant lui. « Mon Dieu !» fit la voix de Raymond dans son dos. « C'est donc vrai ?» Blunt, lui, alla droit au fauteuil et se pencha sur le cadavre. Je crus qu'il allait saisir le poignard et je le retins d'une main ferme. Rien ne doit être déplacé. La police doit trouver le corps dans la position où nous l'avons découvert. Il acquiesça, d'un signe de tête. Ses traits conservaient leur impassibilité coutumière, mais je crus déceler une trace d'émotion sous ce masque d'indifférence. Geoffrey Raymond nous avait rejoints et regardait le corps par-dessus l'épaule du major. Excusez-moi. « C'est terrible, » murmura-t-il d'une voix sourde. Il avait recouvré son calme, mais quand il ôta son pince-nez pour en essuyer les verres, je vis trembler sa main. «
Il doit s'agir d'un cambriolage, observa-t-il. Mais comment le malfaiteur est-il entré? Par la fenêtre? A-t-on volé quelque chose? Comme il s'approchait du bureau, je demandai posément. Ainsi, pour vous, il s'agirait d'un vol? Quoi d'autre? Le suicide est hors de question, j'imagine. Aucun homme ne pourrait se poignarder lui-même de cette manière. Il s'agit donc bien d'un meurtre. Mais quel peut être le mobile? Roger n'avait pas un seul ennemi, déclara le major. Le coupable est sans doute un cambrioleur, mais que cherchait-il? Apparemment, rien n'a été dérangé. Est-ce que vous avez des hypothèses sur la raison de cet homicide? On se souvient que Ackroyd, juste avant de s'enfermer dans son bureau, a ouvert un courrier de son ex-compagne, maîtresse, je ne saurais pas trop comment l'appeler, amante, qui lui a rédigé une lettre sur la raison de son suicide juste avant de se donner la mort. Elle était en fait, elle avait assassiné son mari et à la suite de ça, une personne la faisait chanter, et pour qu'il garde la vérité, qu'il garde secrète la vérité, elle le payait sans cesse. Et acculée par les remords et par cette pression, elle a décidé de se tuer, mais avant, elle a voulu révéler le nom de cet homme à son amant. Et Ackroyd avait possiblement la réponse. Coucou côte de bœuf saignante. Oui, j'ai mis mon habit du dimanche, mais juste avant, j'étais en mode sportive. Donc oui, c'est sûrement ça. Je vous pose la question, mais en fait, je me réponds à moi-même, ça doit sûrement être le maître chanteur. Il n'y a pas d'autre raison, quoi que ça pourrait être. Donc la question, en fait, finalement, c'est qui est le maître chanteur? Est-ce que c'est un inconnu, celui qu'on a vu dans le parc, donc juste avant, enfin dans la série précédente, la lecture précédente? Est-ce que ça peut être le fils de Roger Ackroyd, qui lui est apparemment un peu en froid avec son père? Est-ce que c'est la sœur de Roger Ackroyd? Est-ce que c'est la bonne, qui aussi a des petites mésententes avec la sœur de Roger Ackroyd? Ou bien est-ce une personne qu'on n'a pas encore découverte? On va voir ça tout de suite. Ça peut être aussi n'importe quelle personne qui était dans la maison à ce moment-là. Donc l'invité de Roger peut être aussi le meurtrier. Moi non plus, mais je me permettais de vous remémorer quand même les personnages pour ceux qui n'auraient pas suivi. Bonsoir Dimal. Alors on va prolonger la lecture pour voir si on a plus d'indices. Quel peut être le mobile? Roger n'avait pas un seul ennemi, déclara le major. Le coupable est sans doute un cambrioleur. Mais que cherchait-il? Apparemment, rien n'a été dérangé. Il balayait la pièce du regard. Quant à Raymond, il était toujours occupé à inventorier les papiers du bureau. On dirait qu'il ne manque rien, et aucun des tiroirs ne semble avoir été forcé, annonça-t-il enfin. Cela reste un mystère. Il y a quelques lettres par terre, observa Blunt en inclinant la tête. Je suivis son regard. 3 ou 4 enveloppes étaient restées là où Ackroyd les avait laissées tomber, un peu plus tôt dans la soirée. Mais celle qui avait contenu la lettre de Madame Ferrard, la bleue, avait disparu. J'ouvrais déjà la bouche pour parler quand un carillon retentit à travers toute la maison. Un bruit de voix confus monta du hall, et Parker arriva, flanqué de l'inspecteur, de la police locale et d'un agent. Oui, c'est possible, Salambo, mais ça ferait pas une bonne intrigue à lire, donc je pense qu'il doit y avoir un mobile. Bonsoir, messieurs, commença l'inspecteur. Je suis navré d'apprendre ce qu'il s'est passé. Monsieur Ackroyd était un homme si bon. Le maître d'hôtel m'a parlé d'un meurtre. Ne peut-il s'agir d'un accident ou d'un suicide, docteur? Absolument pas. Vilaine affaire. Il s'approcha du corps et s'enquit d'un ton bref. On ne l'a pas déplacé. Je l'ai juste touché pour m'assurer qu'il n'y avait plus rien à faire, ce qui n'était pas difficile à découvrir. Bien. Tout porte à croire, du moins pour l'instant, que l'assassin a pris la fuite. Maintenant, racontez-moi tout. Qui a découvert le corps? Je lui réexposai les faits en détail. Un appel téléphonique, dites-vous? Du maître d'hôtel. Cet appel ne provenait pas de moi, protesta énergiquement Parker. Je ne me suis pas approché du téléphone de toute la soirée.
Les autres domestiques pourront vous le confirmer. Voilà qui est étrange. Avez-vous cru reconnaître la voix de Parker, docteur? Eh bien, c'est difficile à dire. Je ne me suis même pas posé la question. Ça doit être quelqu'un qui était dans la maison pour pouvoir avoir accès au téléphone sans que ça paraisse suspect. Cela va de soi. Donc vous êtes arrivé, vous avez enfoncé la porte et découvert le pauvre monsieur Ackroyd dans cet état. Depuis combien de temps était-il mort, à votre avis, docteur? Au moins une demi-heure, peut-être plus. La porte était fermée de l'intérieur, dites-vous. Et la fenêtre? Je l'avais moi-même fermée au loquet un peu plus tôt dans la soirée sur la demande de monsieur Ackroyd. L'inspecteur traversa la pièce et alla ouvrir les rideaux. En tout cas, constata-t-il, maintenant elle est ouverte. Effectivement, la fenêtre était ouverte, le châssis inférieur remonté au maximum. L'inspecteur tira une lampe torche de sa poche et en promena le faisceau sur l'entablement extérieur. C'est bien par là que l'assassin est sorti. Et même entré. Regardez-là. Donc ça élimine aussi les femmes. Bien joué, Camille. Dans le rayon puissant de sa torche apparaissaient plusieurs empreintes nettes. Elles semblaient appartenir à des semelles en caoutchouc à picots. L'une d'elles, particulièrement nette, avait la pointe tournée vers l'intérieur. Une autre, tournée vers l'extérieur, la recouvrait en partie. « C'est clair comme le jour », commenta l'inspecteur. « Des objets de valeur auraient-ils disparu ?» Geoffrey Raymond secoua la tête. « Pas à ma connaissance. Monsieur Ackroyd ne gardait rien de spécialement précieux dans cette pièce. » Fit l'inspecteur. L'homme a trouvé la fenêtre ouverte, l'a enjambée, a vu monsieur Ackroyd assis ici même, peut-être endormi, et l'a frappé par derrière. Puis il s'est affolé et s'est enfui non sans laisser des traces évidentes de son passage. Nous ne devrions pas avoir beaucoup de mal à lui mettre la main dessus. Aucun inconnu suspect n'a été vu dans les parages? Oh, m'éclamai-je subitement. Qu'y a-t-il, docteur? J'ai rencontré quelqu'un ce soir en sortant du parc. Un homme. Il m'a demandé le chemin de Fernley Park. À quelle heure? 21 heures précises, j'ai entendu sonner au clocher du village. Pourriez-vous nous le décrire? Je m'y employai de mon mieux, et l'inspecteur se tourna vers le maître d'hôtel. Quelqu'un répondant à ce signalement se serait-il présenté à l'entrée principale? Non, monsieur, il n'est venu personne ce soir. À la porte de service non plus. Je ne crois pas, monsieur, mais je vais me renseigner. Parker s'éloignait déjà quand l'inspecteur l'arrêta d'un geste. C'est inutile, merci, je m'en chargerai moi-même. Mais avant tout, je voudrais me pencher sur la question de l'heure. Quand monsieur Ackroyd a-t-il été vu en vie pour la dernière fois? Probablement par moi, quand je l'ai quitté, avançai-je, à... voyons, environ 20h50. Il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé, et j'ai transmis la consigne à Parker. En effet, monsieur, confirma respectueusement ce dernier. Il ne pouvait pas être endormi si tôt si l'autre il l'a quitté à 20h50. Donc, la personne qu'il a eue en face de lui, même si elle a dû l'effrayer du fait de l'avoir vu par la fenêtre, elle devait être une personne connue de lui-même pour pas qu'il se mette à hurler. Je suis certain que M. Ackroyd était encore vivant à 21h30, intervint Raymond. J'ai entendu sa voix. Bon, mes hypothèses tombent à l'eau. Et à qui parlait-il? Cela j'ignore, mais sur le moment, j'ai tout naturellement supposé qu'il se trouvait encore en compagnie du docteur Shepard. Je voulais lui poser une question relative à certains documents que j'étudie, mais en entendant des voix, je me suis rappelé qu'il avait exprimé le désir de s'entretenir avec le docteur sans être dérangé. Je suis donc revenu sur mes pas. Si je comprends bien, le docteur était déjà parti? J'acquiesçai. Je suis arrivé chez moi vers 21h15 et ne suis ressorti qu'après avoir reçu cet appel. Alors, qui donc se trouvait avec lui à 21h30 questionna l'inspecteur. Pas vous, monsieur Major Blunt, annonça-t-il.
Il me semble vous avoir déjà vu, monsieur, reprit l'inspecteur. Sur le moment, je ne vous ai pas reconnu, mais vous étiez l'hôte de monsieur Ackroyd en mai dernier. Juin, rectifia Blunt. En juin, c'est cela. Et pour en revenir à ma question, ce n'est pas vous qui vous trouviez ce soir à 21h30 avec monsieur Ackroyd. Blunt secoua la tête. Non, je ne l'ai pas revu après le dîner. Une fois de plus, l'inspecteur se tourna vers Raymond. Vous n'avez rien entendu de cette conversation, j'imagine. À peine quelques mots, répondit le secrétaire. Et ils m'ont paru d'autant plus bizarres que je croyais M. Ackroyd en compagnie du docteur Shepard. Si mes souvenirs sont bons, voici leur teneur exacte. Vos emprunts se sont répétés si fréquemment ces temps-ci que je crains, je cite, de ne pouvoir accéder à votre requête. Naturellement, je me suis retiré aussitôt et n'ai donc pas entendu la suite. Mais j'étais plutôt intrigué car le docteur Shepard n'emprunte ni pour lui ni pour personne, achevai-je. L'inspecteur parut songeur. Une demande d'argent. Voilà sans doute un indice important. Et vous dites par cœur que vous n'avez fait entrer personne ce soir. C'est bien cela, monsieur. Il est donc presque certain que monsieur Ackroyd a lui-même laissé entrer cet inconnu. Mais je ne vois vraiment pas. L'inspecteur s'absorba dans ses pensées. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Nous avons au moins une certitude, déclara-t-il enfin en sortant de sa rêverie. À 21h30, M. Ackroyd était encore en vie et en parfaite santé. À partir de cet instant, personne à notre connaissance ne l'a revu vivant. Parker se racla la gorge, ce qui attira instantanément sur lui l'attention de l'inspecteur. Oui, Parker ? Sauf votre respect, monsieur, mademoiselle Flora l'a vu un peu plus tard. Mademoiselle Flora ? Oui, monsieur, vers 21h45. Et c'est après cela qu'elle m'a dit que monsieur Ackroyd ne voulait plus être dérangé. Était-ce lui qui l'avait chargé de ce message ? Pas exactement, monsieur. J'apportais un plateau avec de l'eau gazeuse et du whisky au moment où mademoiselle Flora sortait de la pièce. Elle m'a dit que son oncle désirait rester seul. L'inspecteur considéra le maître d'hôtel avec une attention accrue. Ne vous avait-on pas déjà dit de ne plus déranger M. Ackroyd ? Les mains de Parker se mirent à trembler. Il bégaya. Si, monsieur. Parfaitement, monsieur. Et cependant, vous vous proposiez de le faire. J'avais oublié, monsieur. Enfin, je veux dire, c'est vers cette heure-là que j'apporte le whisky et l'eau gazeuse et que je demande à monsieur s'il n'a plus besoin de moi. Alors, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait comme d'habitude. Fit l'inspecteur. Il faut que je voie mademoiselle Ackroyd sur le champ. Pour l'instant, nous laisserons cette pièce exactement telle qu'elle est. Il se peut que je revienne lorsque j'aurai entendu ce que mademoiselle Ackroyd a à me dire. Je prendrai juste la précaution de bien fermer la fenêtre. Cela fait, l'inspecteur s'éloigna en direction du hall et nous lui emboîtâmes le pas. Il s'arrêta un instant devant le petit escalier et lança à l'agent par-dessus son épaule « Vous feriez mieux de rester ici, Jones. Ne laissez personne pénétrer dans cette pièce. » « Si je peux me permettre, monsieur, intervint respectueusement Parker, il vous suffirait de fermer la porte qui donne sur le hall pour que personne ne puisse entrer. Cet escalier ne dessert que la chambre et la salle de bain de monsieur Ackroyd. Il n'existe aucune communication avec le reste de la maison. Il y a bien eu une porte autrefois, mais monsieur Ackroyd l'a fait condamner. Il voulait se sentir complètement chez lui. Pour donner une idée des lieux et rendre mon récit plus clair, j'ai joint un plan succinct, de l'aile droite. Comme l'a expliqué Parker, le petit escalier mène à une chambre spacieuse, en fait 2 chambres réunies en une, jouxtant une salle de bain et des toilettes. L'inspecteur enregistra d'un coup d'œil la disposition des lieux. Nous passâmes dans le vaste hall, il ferma la porte derrière lui et glissa la clé dans sa poche. Puis il donna à voix basse quelques instructions à l'agent qui se prépara à partir. « Il va falloir nous occuper de ces empreintes, mais avant tout je dois parler à mademoiselle Ackroyd, expliqua l'inspecteur.
Elle est la dernière personne à avoir vu son oncle vivant. A-t-elle été prévenue ? Raymond fit signe que non. Bon. Laissons-lui 5 minutes de répit, rien de presse. Elle sera plus à l'aise pour me répondre si elle n'est pas sous le choc de la mort de son oncle. C'est vrai qu'en 5 minutes, tu perds tout ton choc. Dites-lui qu'il y a eu un cambriolage et demandez-lui si elle veut bien s'habiller et descendre pour répondre à quelques questions. Ce fut Raymond qui se chargea de la commission. Mademoiselle Ackroyd descend tout de suite, annonça-t-il en revenant. Je m'en suis tenu à ce que vous m'aviez dit. Moins de 5 minutes plus tard, Flora descendait, drapée dans un kimono de soie rose. Elle semblait inquiète et un peu agitée. L'inspecteur l'aborda d'un ton courtois. « Bonsoir, mademoiselle. Nous craignons qu'il y ait une tentative de cambriolage et nous avons besoin de votre aide. Cette pièce, c'est bien le billard, n'est-ce pas ? Entrez et asseyez-vous. » Sans émoi apparent, Flora prit place sur la grande banquette qui longeait le mur et leva les yeux vers l'inspecteur. « Je ne comprends pas très bien. Qu'a-t-on volé et que voulez-vous que je vous dise ? Simplement ceci, mademoiselle Ackroyd. Selon Parker, vous avez quitté le bureau de votre oncle vers 21h45. Est-ce exact ? Tout à fait. J'étais allée lui dire bonsoir. Et l'heure est exacte ? Eh bien, je crois. Je n'en suis pas sûre. Peut-être était-ce un peu plus tard. Votre oncle était-il seul ? Ou y avait-il quelqu'un auprès de lui ? Il était seul. Le docteur Shepard était parti. Avez-vous remarqué si la fenêtre était ouverte ou fermée ? Flora secoua la tête. Je ne saurais le dire. Les rideaux étaient tirés. Très juste. Et votre oncle, vous parut-il tel qu'à son habitude ? Oui, je crois. Voudriez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé entre vous ? Flora garda un instant le silence, comme si elle rassemblait ses souvenirs. Je suis entrée et j'ai dit « Bonsoir, mon oncle. Je monte me coucher, je suis fatiguée ce soir. » Il a poussé un espèce de grognement et je suis allée l'embrasser. Ensuite, il m'a complimenté sur ma robe et m'a dit de me sauver parce qu'il était occupé, ce que j'ai fait. A-t-il précisé qu'il ne voulait pas être dérangé ? Ah oui, j'oubliais. Il a ajouté « Préviens Parker que je n'aurai plus besoin de rien et qu'il ne doit pas me déranger. » J'ai rencontré Parker à la porte et lui ai passé la consigne. Parfait, commenta l'inspecteur. N'allez-vous pas me dire ce qui a été volé ? Nous n'en sommes pas très sûrs, répondit l'inspecteur d'une voix hésitante. Une lueur d'angoisse passa dans les yeux de la jeune fille. Elle se leva vivement. Que se passe-t-il ? Vous me cachez quelque chose ? De sa démarche souple et silencieuse, Hector Blunt vint se placer entre l'inspecteur et Flora. Elle ébaucha le geste de tendre la main et la prit entre les siennes pour la tapoter doucement, comme il l'eût fait pour un enfant. Elle se tourna vers lui comme pour chercher dans sa force tranquille le réconfort et la sécurité. « C'est une mauvaise nouvelle, Flora, » annonça-t-il avec douceur. « Mauvaise pour nous tous. Votre oncle Roger... Eh bien, vous allez recevoir un choc. Un choc terrible. Le pauvre Roger est mort. » Flora s'écarta de lui, les yeux dilatés d'horreur. « Quand » chuchota-t-elle. « Quand ?»« Très peu de temps après que vous l'avez quitté, j'en ai peur, » dit Blunt d'un ton très grave. Flora porta alors la main à sa gorge, laissa échapper un faible cri, et je m'élançai pour la recevoir dans mes bras. Elle s'était évanouie. Pourquoi toutes les femmes s'évanouissent entre le 19e et le 20e siècle, et puis après ça s'arrête ? C'est une question que je me pose souvent. Blunt et moi dûmes la transporter à l'étage où nous l'étendîmes sur son lit. Après quoi, j'envoyai Blunt réveiller Madame Ackroyd pour lui annoncer la nouvelle. Flora revint à elle et j'allai chercher sa mère en lui indiquant comment prendre soin d'elle. Puis je redescendis en toute hâte. Je voulais juste vous indiquer que dans le livre, il y a un dessin, plutôt un plan de l'étage donc où est mort Roger Ackroyd. Mais comme j'ai pas le setup habituel, je vais vous envoyer une photo sur le Discord pour ceux qui l'ont, comme ça vous pourrez avoir accès au plan. Pour ceux qui l'ont pas, le lien est dans mon actualité sur la page Twitch.
Mais c'est pas une mauvaise interprétation, Camille, en soi. Ça se trouve, elles ont naturellement une habitude à manquer d'air. Alors là, c'est le coup de trop. Ouais, c'est super cool comme idée. Ça peut nous aider peut-être que on peut comprendre, ou plutôt interpréter les différents chemins qu'a pu faire le criminel. Je vous envoie ça tout de suite. Je crois qu'on évolue très vite quand tu dis ça, là, Evans. Tu parles de notre proportion à nous évanouir ou du récit? Désolée, je suis passée à côté de ta blague. C'est pas impossible en soi, hein. Il y a des théories qui pensent qu'on peut possiblement perdre notre petit doigt de pied d'ici quelques années. Apparemment, il nous serait inutile aujourd'hui. Même, c'est même possible que certaines de nos dents disparaissent parce qu'on ne mange plus de la même manière. Donc peut-être qu'on était plus faible auparavant. Ce en quoi je doute, mais bon. Ça m'a toujours fasciné cette proportion qu'avaient les femmes à s'évanouir à tout bout de champ dans les livres. Laisse-moi fabuler, poésie. Donc, replongeons dans cette histoire. Je vois que nos blablas intempestifs ont fait partir 3 personnes, mais ça veut dire qu'il n'y a que les meilleurs qui restent. Et pour la suite, donc on va s'attaquer au chapitre 6, pour ceux qui suivent avec le livre à la maison, qui s'appelle Le poignard tunisien. Je me trouvais nez à nez avec l'inspecteur au moment où il sortait de l'office. Comment va la demoiselle, docteur? Beaucoup mieux. Sa mère est à son chevet. À la bonne heure. J'ai interrogé les domestiques, ils sont unanimes. Personne n'a été vu à la porte de service ce soir. Votre description de cet homme est assez floue. Ne pourriez-vous pas me donner quelques détails plus précis? Hélas non, dis-je d'un ton navré. Il faisait bien trop noir. L'homme avait relevé le col de son manteau et rabattu le bord de son chapeau. Fit l'inspecteur. Il voulait dissimuler son visage, apparemment. Vous êtes vraiment sûr de ne pas l'avoir reconnu? Je répondis par la négative, mais avec un certain manque de conviction. Cette voix m'avait semblé vaguement familière. Non sans hésitation, je fis part de mon impression à l'inspecteur. Une voix rude et vulgaire, dites-vous. J'acquiesçai, mais la pensée m'effleura que cette rudesse de ton était presque excessive. Si, comme le pensait l'inspecteur, l'homme avait cherché à dissimuler ses traits, il pouvait tout aussi bien avoir tenté de déguiser sa voix. Cela vous dérangerait, dit-il, de retourner avec moi dans le cabinet de travail du docteur? J'ai une ou deux choses à vous demander. Je pense aussi, là, Evans, mais il y a sûrement une part de vrai parce qu'il y avait quand même toute comment dirais-je, une gestuelle et des utilisations liées aux évanouissements, leur faire sentir des choses, etc. Il y avait tout le temps des petites fioles à portée de main pour les réveiller. Après, peut-être que c'était plus... je pense que c'est exacerbé par la littérature, mais est-ce que ça serait pas aussi une mise en scène de la femme de prétendre à la faiblesse? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pur fruit de la littérature ou s'il y avait une part de vrai, en fait, pour être plus explicite. Je consentis à suivre l'inspecteur Davis, ouvrit la porte de communication, puis la referma à clé derrière nous. Grâce au plan, vous pouvez même suivre les déambulations de l'inspecteur et de notre narrateur. Pardon. Nous ne voulons pas être dérangés, déclara-t-il d'un ton résolu, ni que quelqu'un écoute à la porte. Alors, que signifie cette histoire de chantage? Chantage? M'exclamai-je en sursautant. Est-ce en effet de l'imagination de Parker ou y a-t-il quelque chose là-dessous?
Si Parker a entendu parler de chantage, énonçai-je avec lenteur, c'est qu'il avait l'oreille collée à la serrure. Rien de plus probable. Voyez-vous, j'ai mené ma petite enquête sur ses occupations pendant la soirée. Pour être franc, je n'aime pas son attitude. Cet homme sait quelque chose. Quand j'ai commencé à l'interroger, il a senti d'où venait le vent et montait de toutes pièces cette histoire de chantage. Je pris mon parti sur le champ. Je ne suis pas fâché que vous abordiez la question, inspecteur. Après beaucoup d'hésitation, j'avais plus ou moins décidé de tout vous dire et n'attendais plus qu'une occasion favorable. Autant la saisir maintenant. Je lui fis alors un compte-rendu détaillé des événements de la soirée, en tout point conforme à celui que j'ai consigné précédemment. Donc l'idée qu'il a attendu dans le hall, qu'il a vu, je crois, la bonne faire quelque chose, donc toucher quelque chose et sortir précipitamment, et qu'en allant dans le bureau d'Ackroyd, il a vu l'homme de chambre, l'homme à tout faire, écouter à la porte. C'est l'histoire la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Il n'y entend pas grand-chose, le mec, hein, mais bon. Quand je lui ai achevé mon récit. Et vous dites, il a parlé aussi bien évidemment du fameux chantage entre la femme et l'ex-femme de Ackroyd et lui-même. Et vous dites que cette lettre a disparu. Cela s'annonce mal, vraiment très mal. Nous savons maintenant ce que nous cherchions, le mobile du crime. J'ai hoché la tête. J'en m'en rends compte. Et M. Ackroyd aurait laissé entendre qu'il soupçonnait un membre de sa maisonnée. Cela nous laisse le choix. Ne pourrait-il s'agir de Parker lui-même, suggérai-je? Cela m'en a tout l'air. Il écoutait à la porte quand vous êtes sortis, c'est flagrant. Un peu plus tard, mademoiselle Ackroyd le surprend au moment où il se proposait d'entrer dans la pièce. Imaginons qu'après son départ, il ait renouvelé sa tentative. Il poignarde Ackroyd, ferme la porte à clé, ouvre la fenêtre pour s'enfuir et contourne la maison jusqu'à une porte latérale qu'il a laissée ouverte. Cela se tient, non? Presque. Mais il reste un détail qui me chiffonne, dis-je d'un ton rêveur. Si Ackroyd avait repris sa lecture après mon départ, comme il en avait l'intention, je serais fort étonné qu'il soit resté les bras ballants à réfléchir pendant 1 heure. Il aurait immédiatement fait venir Parker pour le confondre, l'aurait traité de tous les noms, et tout ceci à grand tapage. Il était plutôt irascible, rappelez-vous. Il n'avait peut-être pas encore eu le temps de lire la lettre jusqu'au bout, suggéra l'inspecteur. Nous savons qu'il n'était pas seul à 21h30. Si son visiteur est arrivé sur vos talons, et si juste après son départ, mademoiselle Ackroyd est venue dire bonsoir à son oncle, il ne devait pas être loin de 22h quand il a pu reprendre sa lettre. Et le coup de téléphone? Il avait été donné par Parker, bien entendu. Il a dû appeler avant de réfléchir à ce problème de porte fermée et de fenêtre ouverte. Puis il a changé d'avis, ou s'est affolé, et a décidé de tout nier. Voilà les faits, aucun doute là-dessus. Oui, acquiesçai-je sans conviction. De toute façon, nous pourrons savoir ce qu'il en est par la centrale. Si l'appel vient d'ici, il ne peut émaner que de Parker. Aucun doute, je vous dis, c'est notre homme. Mais gardez ça pour vous. Il ne s'agit pas d'éveiller sa méfiance avant d'avoir toutes les preuves en main. Je ne tiens pas à ce qu'il nous file entre les doigts, aussi ferons-nous semblant d'orienter l'enquête sur le mystérieux inconnu. Perché à califourchon sur la chaise du bureau, l'inspecteur se leva pour aller observer le mort dans son fauteuil. L'arme devrait nous fournir un indice, déclara-t-il en levant les yeux. Elle n'est vraiment pas ordinaire. Une pièce unique, semble-t-il. Il se pencha pour examiner le manche, et je l'entendis pousser un grognement de satisfaction. Puis, avec une grande délicatesse, il exerça une pression des 2 mains sous la garde et retira la lame de la blessure. Après quoi, prenant toujours grand soin de ne pas toucher la poignée, il alla déposer l'arme dans une grande coupe de porcelaine qui trônait sur la cheminée et reprit en hochant la tête. Oui, c'est vraiment une œuvre d'art comme on ne doit pas en rencontrer souvent. Certes, l'arme était superbe, avec sa lame étroite et effilée et sa poignée curieusement ciselée où s'entrelaçaient des motifs de différents métaux, un chef-d'œuvre d'artisanat. L'inspecteur en éprouva légèrement le fil du bout du doigt et eut une grimace admirative. Bigre, quel tranchant! Un enfant vous planterait ça dans le corps d'un homme aussi facilement que dans du beurre. Un genre de jouet qu'il vaut mieux ne pas laisser traîner. Puis-je examiner le corps d'un peu plus près maintenant? Allez-y.
Je me lançai alors dans une inspection minutieuse. Alors, s'enquit l'inspecteur lorsque j'eus terminé. Je vous ferai grâce du jargon médical, annonçai-je. Réservons-le pour l'enquête. L'homme qui a porté le coup était droitier et se tenait derrière la victime. La mort a dû être instantanée et sans doute tout à fait imprévue à voir l'expression du malheureux. Il est probablement mort sans savoir qui était son agresseur. Les maîtres d'hôtel, ont l'art de s'approcher sans bruit, tout comme les chats, commenta l'inspecteur Davis. Et l'énigme ne sera pas très difficile à résoudre. Tenez, jetez un coup d'œil sur le manche de ce poignard. Je l'examinais. Sans doute, ne le voyez-vous pas, mais moi si, et même très bien. Des empreintes digitales, ajouta-t-il en baissant la voix. Je savais pas qu'à l'époque on pouvait résoudre ça, les affaires avec des empreintes digitales. Je pensais que c'était beaucoup plus récent. Et il recula de quelques pas pour mieux juger de l'effet produit sur moi. En effet, confirmai-je avec flegme, je m'y attendais un peu. Je ne vois pas pourquoi je devrais passer pour un débile mental. Je lis les journaux et même des romans policiers, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Mon attitude eût été toute différente si nous avions trouvé des empreintes de doigts de pied. En l'occurrence, la surprise eût été de mise, et même un certain respect. L'inspecteur dut être déçu par mon manque d'enthousiasme. Il reprit la coupe de porcelaine et m'invita à le suivre dans la salle de billard. Voyons si M. Raymond peut nous apprendre quelque chose au sujet de ce poignard, dit-il en refermant la porte de communication derrière nous. Il y donna un tour de clé, et nous prîmes le chemin de la salle de billard où nous trouvâmes Geoffrey Raymond. L'inspecteur exhiba sa pièce à conviction. « Avez-vous déjà vu cet objet, monsieur Raymond ?»« Eh bien, je crois, je suis même presque certain que c'est un cadeau du major Blunt à monsieur Ackroyd. Une pièce de collection qui provient du Maroc. Non, de Tunisie. Alors, c'est l'arme du crime ? Incroyable. Cela semble impossible et pourtant il n'existe sûrement pas de poignards identiques. Coucou Gilgamesh, comment tu vas ? T'arrives juste au milieu de notre enquête. Cela semble impossible et pourtant il n'existe sûrement pas de poignards identiques. Puis-je aller chercher le major Blunt ? Sur ce, Raymond s'éclipsa sans attendre la réponse. Ça veut dire que ça va être une bonne lecture. Charmant jeune homme, observa l'inspecteur. Il y a quelque chose d'honnête et d'ingénu. J'en convins. Depuis 2 ans que Geoffrey Raymond était le secrétaire d'Ackroyd, je ne l'avais jamais vu froissé ou en colère, et son travail avait été, je le savais, on ne peut plus satisfaisant. Il ne tarda pas à réapparaître, accompagné du major, et s'écria avec émotion. « J'avais raison, c'est bien le poignard tunisien. » Mais le major ne l'a pas encore regardé, objecta l'inspecteur. « Je l'ai vu dès que je suis entré dans le cabinet, » dit Blunt avec son flegme habituel. « Et vous l'avez reconnu ?» Hochement de tête du major. « Mais vous ne l'avez pas dit, » releva l'inspecteur soupçonneux. « Ce n'était pas le moment. On peut faire beaucoup de mal en parlant trop vite. » L'inspecteur soutint quelques instants le regard tranquille du major, puis se détourna en grommelant et alla chercher le poignard. « Vous le reconnaissez formellement, monsieur. Vous êtes bien sûr de vous. »« Tout à fait. Aucun doute. Faut pas oublier que Blunt est un chasseur, donc il y a pas mal de... comment dirais-je ? Une belle collection d'animaux empaillés. Il a même fait don d'un de ses... comment on appelle ça ? Je sais même pas. D'un de ses... C'est pas un crime, d'une de ses chasses. Il a fait le cadeau donc d'une de ses chasses à Ackroyd. Donc, disons qu'il est capable de poignarder un mec, avec assez de facilité. Vous le reconnaissez formellement, monsieur. Vous êtes bien sûr de vous. Tout à fait, aucun doute. Et savez-vous où l'on rangeait d'habitude cet objet rare ?
Pouvez-vous me le dire, monsieur ? Ce fut le secrétaire qui répondit. Dans la vitrine du salon. Quoi ? Tous les regards convergèrent sur moi et l'inspecteur demanda d'un ton encourageant. Eh bien, docteur ? Alors, dit-il encore, toujours encourageant. C'est que... C'est si peu de choses, expliquai-je en manière d'excuse. Mais hier soir, quand je suis arrivé pour dîner, j'ai entendu un bruit dans le salon, le couvercle de la vitrine qu'on refermait. L'expression de l'inspecteur trahit un profond scepticisme et même une certaine méfiance. Comment savez-vous qu'il s'agissait de ce couvercle ? Contraint de m'expliquer, je me lançai dans un récit détaillé, interminable et fastidieux, dont je me serais bien passé. L'inspecteur m'écouta jusqu'au bout, puis me demanda « Lorsque vous avez examiné les bibelots, le poignard était-il toujours à sa place ?» Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas de l'avoir remarqué, mais il pouvait très bien s'y trouver, naturellement. Nous ferions mieux d'appeler la gouvernante, fit observer l'inspecteur en tirant le cordon de la sonnette. Merci pour l'info, dit Mal. En fait, je sais pas pourquoi dans mon idée, c'était beaucoup plus récent. Mais est-ce qu'à l'époque, on avait aussi peut-être une banque de données si importante qui nous permettait de faire un parallèle avec les empreintes ? Est-ce que c'était aussi fiable qu'aujourd'hui ? Je ne sais pas. Quelques minutes plus tard, mandée par les soins de Parker, mademoiselle Russell entra dans la pièce. « Je ne crois pas m'être approchée de cette vitrine, répondit-elle à la question de l'inspecteur. Je vérifiais la fraîcheur des bouquets. Ah, si, je me rappelle maintenant. La vitrine était ouverte, sans aucune raison d'ailleurs, et je le refermais en passant. Je vois. Et pouvez-vous me dire si ce poignard était à sa place à ce moment-là ? Je ne puis vous l'affirmer, je n'ai pas pris le temps de m'y arrêter, et ces dames allaient descendre et je ne tenais pas à me trouver là. Je vous remercie. Une imperceptible hésitation nuança la voix de l'inspecteur, comme s'il se réservait de poser d'autres questions. Mais mademoiselle Russell prit cette réponse pour une invitation à se retirer et s'éclipsa. Il la regarda disparaître et observa. Pas commode, on dirait. Bon, récapitulons. Cette vitrine se trouve en face de l'une des fenêtres, avez-vous dit, docteur ? Oui, devant la porte-fenêtre de gauche, laquelle était ouverte. Elles étaient entr'ouvertes, toutes les deux. Bon, je ne crois pas nécessaire de creuser davantage la question pour l'instant. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, a pu prendre cette arme quand il lui plaisait, et le moment n'a d'ailleurs aucune importance. Je reviendrai demain matin avec le chef de police, monsieur Raymond. Jusque-là, je conserve la clé de cette porte. Je tiens à ce que le colonel Melrose trouve chaque chose à sa place actuellement. Très exactement. J'ai appris par hasard qu'il dînait à l'autre bout du comté, où je suppose qu'il passera la nuit. Il s'empara du vase sous notre regard attentif et déclara. Il faut que j'emballe ceci soigneusement. Ce sera une pièce à conviction capitale. Quelques minutes plus tard, comme je sortais de la salle de billard en compagnie de Raymond, celui-ci eut un petit rire amusé. Je sentis qu'il me pressait le bras et suivis la direction de son regard. L'inspecteur Davis semblait solliciter l'opinion de Parker sur un petit agenda de poche. « Un peu gros, » murmura mon compagnon. « Ainsi Parker est le suspect numéro 1. L'inspecteur Davis apprécierait sans doute un échantillon de nos empreintes, qu'en pensez-vous » Il prit 2 cartes de visite sur le plateau de l'entrée, les essuya avec son mouchoir de soie, il en glissa une dans la main et garda l'autre. Puis avec un sourire, il l'étendit à l'inspecteur. « À titre de souvenir, annonça-t-il. Numéro 1, le docteur Shepard. Numéro 2, mon humble personne. La carte du major Blunt vous parviendra dans la matinée. » Insouciance de la jeunesse, l'horrible assassinat de son employeur et ami ne pouvait occulter longtemps la bonne humeur de Geoffrey Raymond, et peut-être était-ce mieux ainsi. Je ne sais. J'ai moi-même perdu depuis longtemps cet entrain si précieux.
Je savais pas du tout pour essayer comment ça fonctionnait à vrai dire. Mais s'il n'y a pas de banque de données, ça veut dire qu'il faut analyser toutes les empreintes une par une. Ça doit prendre relativement pas mal de temps. Et apparemment, c'était quand même connu du grand public parce que tu pouvais avoir cette information dans les journaux ou si tu étais amateur de polar. Donc, la personne qui a commis ce crime était passablement vraiment amateur. Elle a peut-être fait ça sous le coup de la... Ça peut même pas être sous le coup de la peur ou quoi, ou de la précipitation, parce qu'elle s'était empressée de voler le poignard avant. Il était très tard quand je rentrais chez moi, et j'espérais que Caroline serait couchée. J'aurais dû mieux la connaître. Elle m'avait préparé un chocolat chaud, et pendant que je le buvais, elle m'arracha le compte-rendu de ma soirée. Je passais sous silence la question du chantage, et me bornais à lui décrire les circonstances du meurtre. La police soupçonne Parker, dis-je, en me levant pour me diriger vers l'escalier. Il semble que de lourdes charges pèsent sur lui. Parker, s'écria ma sœur, tu m'en diras tant. Faut-il que cet inspecteur soit nigaud? Parker, vraiment. C'est à n'y pas croire. Et ce fut sur cette déclaration sibylline que nous allâmes nous coucher. C'est vrai. Bah ça tombe bien Salombo parce que j'allais quitter maintenant sur cette déclaration sibylline qui nous incite à aller nous coucher. Mais c'est vrai que c'est assez facile de reporter les empreintes. La preuve étant que le jeune Geoffrey Raymond a facilement montré une empreinte et l'a facilement donnée à l'inspecteur. Donc c'est pas forcément une preuve si... comment dirais-je? Je suis fatiguée, excusez-moi. Si infaillible que ça. Ouais. C'est des tout petits streams, mais en même temps la lecture elle est très très courte. Donc si je fais comme la dernière fois et que je vous lis tout d'un coup, on va... Quoique, je dis ça, mais la lecture elle fait quand même 300 pages. Je m'empresserai de faire un stream plus long alors la semaine prochaine. J'ai hâte qu'apparaisse... Ah, trop bien, je vois qu'il y a d'autres dessins dans le livre. J'ai hâte qu'apparaisse Hercule Poirot pour voir comment ça va évoluer avec ce personnage supplémentaire. Je prends note du fait que vous voulez des streams plus longs en tout cas. J'essaierai de faire ça pour les prochaines fois. En plus j'avais préparé plein de choses à boire, je sais pas, c'est pas mon soir. En plus c'est un personnage qui est quand même marrant, donc ça rapportera un petit peu de matière à ce texte. Mais il y a quand même beaucoup d'informations. Pour l'instant, on ne fait que, encore une fois, placer l'intrigue. Peut-être qu'un second meurtre va s'enchaîner et va créer plus de suspense, je ne sais pas. Est-ce que pour vous, donc, c'est le fameux... comment dirais-je? Le maître d'hôtel, le maître de maison qui a commis le crime? Ou c'est une fausse piste? C'est vrai. C'est trop facile. Si c'était lui, l'histoire serait déjà conclue. À vrai dire, moi je sais qui est le meurtrier, mais je vous le dirai pas avant la fin du texte. Bah, il y a beaucoup de possibilités en fait, hein. Parce que on n'a pas encore vu entrer en scène aussi le fils. Parce que je pensais que Raymond c'était le fils de Monsieur Ackroyd. Je me suis trompée en fait, je me suis emmêlée dans les personnages. C'est en réalité l'assistant de Monsieur Ackroyd. Donc il y a des personnages qu'on n'a pas encore vu rentrer en scène, notamment son fils. C'est vrai qu'il n'était pas chez lui puisqu'il dormait à l'auberge. Mais ça peut être le fameux personnage qu'on a vu apparaître dans la nuit. Je vous dirai pas si les pistes que je vous propose c'est des vrais indices ou des faux indices. À vous de savoir déceler le vrai du faux. C'est une double intrigue en fait. On a quand même l'indice de la description de la pièce
qui peut nous permettre de mener notre propre investigation. Parce que le médecin, il a dit aussi que il y avait une pièce de condamné et qu'elle avait été condamnée par le George Ackroyd. Mais si c'était un ami de la maison, il a très bien pu faire en sorte que cette pièce soit accessible. C'est pas impossible non plus. C'est marrant en plus parce que sur le plan, je vous mets sur des fausses pistes. Sur le plan, il y a un sentier qui mène à l'arrière, à la partie est de la maison. Et donc la personne, si elle est sortie et qu'elle est entrée par la fenêtre, elle passera par le sentier. Donc déjà, c'est un petit côté un peu sombre et tout. C'est même pas par la porte d'entrée principale. Il y a aussi un pavillon qui est situé sur la continuité du sentier. Donc la personne aurait très bien pu se cacher dans le pavillon et sortir au moment voulu. Et être là depuis un moment en réalité. Après, je vois qu'il y a un escalier qui donne à la pièce. Donc après, ça, on monte au deuxième étage. Il n'y a pas forcément d'informations de ouf sur le plan. Mais au moins, ça nous donne une idée de comment est construite la maison. Ouais, les chaussures, c'était une bonne... un bon indice aussi, je ne l'ai pas relevé. Mais c'est vrai qu'on a su dès le départ qu'il était monté et descendu. Donc ça veut dire qu'a priori, s'il est rentré et sorti... Oui, il peut être rentré et sorti par la fenêtre. Mais ça peut être possible aussi qu'il soit rentré par la porte principale, qu'il soit sorti par la fenêtre et qu'il soit rentré de nouveau parce que il avait oublié quelque chose d'important. Quelque chose qui aurait pu le démasquer. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un vraiment dans la maison même aussi. Le fait qu'il ait l'arme aussi, sachant que l'arme, elle n'est pas dans le cabinet de travail, ça veut dire que il est venu plusieurs fois dans la maison et il a eu la possibilité de voler le poignard, sachant que la veille, le médecin avait entendu quelqu'un faire bouger les vitrines. Donc peut-être que c'est quelqu'un connu de la part de cet homme. Sur toutes ces hypothèses, je vais vous laisser. Pourquoi poésie? C'était l'époque des cabinets de curiosité, à vrai dire. Et puis, l'arme blanche, ça a quand même le chic de pas faire de bruit. Et ça a des... comment dirais-je? Ça enlève le soupçon sur Monsieur Blunt, qui était plutôt un amateur d'armes à feu. Ça m'étonnerait qu'il tire à bout portant sur un homme à arme à feu, mais j'imagine qu'il est plus doué avec une arme à feu. Je spécule là. Il manque des personnages à vrai dire, et puis ils sont tous un petit peu suspects. L'inspecteur il a trouvé d'abord suspect le personnel, que ce soit la femme de chambre ou l'homme à tout faire, mais en soi ils sont tous un peu suspects. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la précédente lecture, même si là on n'a pas fait de parallèle, le médecin, la sœur du médecin, elle a croisé le fils de George Ackroyd dans les bois avec une femme, mais qu'on n'a pas réussi à décrire et qui paraissait aussi un petit peu étrange. Il y a cet homme aussi qu'on a croisé dans la rue. La sœur aussi, elle avait un petit passif. Ils en voulaient tous un peu à l'argent d'Ackroyd. C'est fort possible aussi, poésie. Après tout, il n'y a pas eu vraiment de vol, mis à part cette lettre. Enfin, en tout cas, on n'a rien vu, pour l'instant. Ah, tu veux dire qu'en fait, il aurait volé la lettre pour faire croire qu'il s'agissait du maître chanteur, mais au fond, ça n'était rien à voir. Mais c'est-à-dire qu'il devrait y avoir comment dirais-je, il aurait dû savoir, donc pour le maître chanteur, savoir qu'il avait reçu un courrier, etc. Et c'était censé être quelque chose de caché. Donc ça paraît un petit peu compliqué.
À moins que ce soit un secret de polichinelle et que tout le monde soit au courant sauf Ackroyd. Bon, peut-être que je vous perds un peu là, je vois qu'il y en a qui s'en vont. Je vais vous laisser ce soir. Désolée pour ceux qui étaient déçus et qui auraient aimé un stream plus long. J'en prendrai compte la semaine prochaine et je ferai un stream un peu plus long pour vous. N'oublions pas qu'Agatha Christie est quand même maîtresse dans les polars, peut-être qu'elle va vraiment nous surprendre. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos interprétations pour la suite et n'hésitez pas à proposer vos avis sur le Discord. Maintenant qu'on a le plan, on pourrait peut-être faire plus d'hypothèses par rapport à ça. Normalement, il y avait que eux deux. Il me semble. Même moins que ça. Pour moi, il y avait que Ackroyd et le médecin. Mais sinon, personne d'autre le savait. Je crois pas que quelqu'un d'autre le savait. Ou je me souviens plus trop. Oui, mais je pense qu'il a... Bah, sauf s'il a fouillé dans le courrier, c'est impossible qu'il puisse savoir vraiment que c'était une lettre qui était adressée de Madame Ferrars. C'était plus... Enfin... À moins qu'il fouille dans le courrier. Mais... ça, on le verra dans le prochain épisode, je pense. Je pense qu'avec ce qu'on a comme information, on peut pas spéculer plus. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà le fin mot de l'histoire, je vous remercie de ne pas spoiler pour ceux qui sont vraiment en recherche. Ça serait vraiment dommage. Et je vous remercie d'avoir suivi la lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et comme ça, on pourra faire un petit peu plus de spéculation. Peut-être que je ferai des sondages sur Insta pour titiller votre curiosité. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Et promis, la semaine prochaine, je prendrai en compte vos demandes. Je vous ferai moins de suspense et on fera un live un peu plus long. Bonne soirée, ciao. Bisous à Saint-Peter Naldust.